Chapitre 18. Souvenir de l'armistice, et vous, image lointaine de la nuit de Mafeking, dont Boyne avait jadis été témoin à Londres, vous pâlîtes auprès de l'ovation qui s'éleva du cœur des enfants, lorsque du seuil de la salle à manger de la pension Rosengleu, il leur cria « Victoire !» Jamais ils n'auraient imaginé que cet enfant, cela fit autant d'enfants, et qu'ils fussent capables de faire tant de bruit. Ce fut une multiplication subite de bras, de jambes, de cris autour de la table rustique. Au bout de la nappe de grosses toiles et de crochets campagnards, la scope, rigide et armée de besicles, dispensait du jambon, sans peur et sans reproche. À l'autre bout, Judith taillait et beurrait des tartines sans le moindre souvenir de sa biblique éponyme. Entre elles deux s'agitait une houle de petites têtes de toutes les couleurs qui se secouaient autour de l'auréole de Chipstone, trônant sur sa haute chaise. Terry, toujours pâle mais les yeux moins battus, décrocha sa casquette et proposa un triple hurrah auquel toute la bande fit un écho perçant. « C'est heureux que nous soyons les seuls pensionnaires, » dit l'institutrice à Boyne en lui serrant la main. « Dans ce monde étonnant, personne ne posait de questions, personne ne s'informait jamais d'aucun détail. Chacun ne pensait qu'à régaler l'ambassadeur de la tribu et à lui manifester des témoignages de gratitude, depuis le baiser réservé de Blanca jusqu'aux caresses et aux embrassements étouffants de Beachy. Pour Boyne, c'était comme un bain dans une mer agitée. L'eau lui piquait les yeux, lui entrait dans la gorge et dans les oreilles, mais au total, c'était un coup de fouet, un agréable stimulant du sang et du cerveau. Maintenant, recommençons de l'embrasser à la ronde, c'est moi qui commence, proposa Zinni avec enthousiasme, et en s'abandonnant une fois de plus au remous, il entendit une petite voix flûtée qui pépiait. « J'espère, Martine, que tu n'as pas oublié les cadeaux. » À mesure qu'on vieillit, on repeuple le monde de personnes de votre âge. Cette loi avait conduit Boyne à croire les relations humaines gouvernées tant bien que mal par l'expérience et la raison. Mais chaque fois qu'il reprenait pied dans l'univers des petits Water, où toute perspective cessait, et où la chose urgente n'était plus de savoir quel sort les attendait, mais quel petit cadeau Boyne leur apportait, celui-ci éprouvait la joie de faire un plongeon dans la réalité. Des cadeaux, il en avait plein une petite valise, et il y en avait pour tout le monde, excepté pour Judith, qui se tenait un peu à l'écart et affectait un air amusé de grande personne en regardant ses petites sœurs s'attifer de breloques et de colifichets. Ben jubilait d'actionner une lampe électrique. Il y avait un réticule pour l'institutrice et pour la nourrice un étui à épingles. Le fond de la valise était bourré de livres pour Terry. La distribution fut longue, et les disputes qui suivirent prirent du temps à apaiser. Le soir tombait quand Boyne prit à Judith de faire un tour avec lui. Ils prirent un chemin qui gagnait les hauteurs en face des hôtels et s'élevait lentement vers les cimes où s'attardait la lueur du couchant. La jeune fille passa d'elle-même son bras sous celui de Boyne, et le contact de ce jeune corps donnait à celui-ci des ailes. « Dommage que la nuit tombe si vite. Je me sens capable ce soir d'escalader un de ces pics, » dit-il en respirant largement. « Eh bien, courons chercher la lampe de Ben, et allons-y, » s'écria la jeune fille. « Il ne voudra jamais la donner, » dit Boyne en riant, « au moins pas le premier soir. Du reste, on est très bien ici, et nous ne manquerons pas d'occasion de grimper. C'est vrai, Martine, qu'on va nous laisser ici. » Et les jeunes mains serrèrent passionnément les siennes. « Pour le moment. Je leur ai fait comprendre que c'est ce qui vaut le mieux pour Terry. Bravo. Et alors c'est bien entendu pour tout le monde, même pour Chip. Pour tout le monde jusqu'à la fin de l'été. » Ils s'arrêtèrent et ils la regardaient en souriant dans les yeux. « Seulement, il y a une condition. » Les yeux bienheureux s'assombrirent. « C'est, ajouta Boyne, que vous aurez affaire à moi. J'ai promis d'avoir l'œil sur vous. Vous restez ?» Les petites lèvres crispées avaient peine à retenir des larmes, et Boyne, penché sur ce visage d'enfant, se disait que c'était trop d'émotion pour elle. « Asseyons-nous, » dit-il, « et regardons le coucher du soleil. Ce tronc d'arbre fera une très bonne avant-scène. » Ils s'assirent et il entama le récit des négociations. C'était une entreprise beaucoup plus facile que tout à l'heure. L'auditoire était au courant. Aucun détail ne l'étonnait. Tout ce qu'il lui disait n'était pour la jeune fille que le règlement d'une situation connue et dont le résultat l'intéressait trop pour la laisser penser aux conséquences sociales. Elle écouta attentivement, et quand Boyne eut fini son rapport, se borna à demander si son père avait donné de quoi payer les dépenses de la famille.
Il m'a ouvert un compte, je suis votre ministre des Finances. » Elle garda le silence. Il sentit pour la première fois une ombre sur sa pensée. Enfin, elle prit son courage à deux mains. Est-ce que papa s'est mis très en colère à cause de cet argent? La question surprit Boyne. Lui aussi, il s'apercevait que dans ce conflit d'intérêts, il avait oublié la morale. Et comment dire à la jeune fille que son père n'avait fait aucune attention au vol? Il se sentit obligé de mentir. En colère, je le crois bien qu'il était en colère, on l'eût été à moins. Elle baissa la voix. Mais je vous parle de l'argent que je lui avais pris. Il vous pardonne pour cette fois. C'est vrai, c'est bien vrai, dit-elle avec un cri de joie. Terry croyait qu'il ne vaudrait jamais. Boyne se retourna vers elle avec surprise. Vous lui avez donc raconté? Elle fit signe que oui. Il fallait bien, dit-elle. À la bonne heure, je vous comprends. Je vous en fais mon compliment, dit-il en lui serrant la main. Ça l'a bouleversé. Il était furieux d'abord. Ça l'a même rendu plus malade. Il ne voulait pas me croire. Il m'a dit que si je n'avais pas plus de sens moral, je finirais en prison. Boyne ne put s'empêcher de rire. Ça ne m'a pas beaucoup frappé d'ailleurs, poursuivit-elle plus gaiement, parce que je connais la vie mieux que Terry. J'ai eu beaucoup d'amis qui en ont fait autant et aucune n'a été en prison. Cette confidence parut moins rassurante à Boyne qu'à la jeune fille. Mais il n'était plus temps de se montrer sévère. Les paroles de remontrance expirèrent sur ses lèvres. Le plus grave, dit-il, c'est d'avoir fait du mal à Terry. Et la jeune fille murmura « oui », en inclinant la tête. Ils se turent. Enfin, elle demanda si les instances de divorce étaient déjà commencées. Boyne répondit qu'il le croyait, mais que tout n'était pas perdu et que les parents de Judith pouvaient encore se raviser. Elle parut incrédule. « Ce serait possible, » dit-elle, « si seulement Sybil Ulmer n'était pas dans l'affaire. Comment appelez-vous cette femme-là par son petit nom ?» La jeune fille le regarda avec étonnement. « Je vous assure qu'elle ne s'en formaliserait pas, tout le monde l'appelle ainsi. » Elle croyait qu'il lui reprochait de manquer d'égard pour madame Ulmer. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette femme est une telle horreur. » La jeune fille haussa les épaules avec indifférence. Il était clair que pour elle, ce mot-là ne contenait plus qu'une simple nuance défavorable. « Tout de même, j'espère que papa ne l'épousera pas. Dieu le veuille. Le fond de mon jeu, c'est que j'espère que vos parents seront malades de ne plus vous voir, et qu'ils s'arrangeront pour vous garder. » Elle eut son petit sourire sceptique. « Cela ne leur arrive pas beaucoup, vous savez, les parents. Enfin, vous avez obtenu un répit, profitez-en. » « Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas « nous, Martine, profitons-en » ? Bien entendu, c'est nous, chère petite, puisque je reste aussi longtemps que vous vous tiendrez comme il faut. Ils s'étaient assis et regardaient devant eux. L'heure était venue où le soleil se couchait dans sa gloire, et tous deux, chacun à sa manière, jouissaient de ce spectacle et de sa majesté. Judith ne goûtait pas les aspects de la nature comme Rose savait le faire. Elle a eu de la peine à faire la différence entre la splendeur de ce ciel embrasé et l'éclat d'un feu d'artifice ou d'un finale de ballet russe. Mais quelque chose de ce rayonnement céleste parvenait jusqu'à elle comme la protection humaine et douce d'une aile d'ange. « Il fait délicieux ici », murmura-t-elle en mettant sa main dans celle de Boyne. Il se rappela quelques vers que Rose Sellers avait cités dans un pareil moment. « All the peaks soar, but one the rest excels. Clouds overcome it. Now yonder sparkle is the citadels circling its summit. » Les pics jaillissent, mais l'un bondit plus haut que tous les autres. Des nuages l'enveloppent. L'étoile que voilà est le phare de la citadelle qui veille sur ce sommet. Robert Browning. Et il se récita la strophe à demi-voix. Judith se sentait gagnée par un trouble inconnu. « Comme vous savez dire les choses, Martine. Vous trouvez des mots qui ne ressemblent à ceux de personne. Terry dit que vous devriez écrire. » Peut-être, mais ces mots-là, ce n'est pas moi qui les ai trouvés le premier. Elle parut surprise. Elle hasarda. « Qui est-ce? Madame Sellers ?» Il sourit. « Vous brûlez. Mais Robert Browning est bon premier. » La jeune fille parut soulagée. « Alors c'est elle qui lui a chippé ses vers. C'est un de ses amis? » « Oui, et j'espère bien qu'il sera le vôtre un jour.
Il était mort depuis longtemps quand vous n'étiez pas né. Mais vous trouverez plusieurs de ses meilleures choses dans un des livres que j'ai rapportés à Terry. »« Ah, ce n'est qu'un auteur alors, » murmura-t-elle, comme si cette profession était rigoureusement posthume. Dès qu'on parlait de livres, son attention s'échappait et elle était un peu vexée de sa méprise. Mais aussitôt toute sa gaieté lui revint. « J'aime mieux vous entendre parler plutôt qu'un mort. »« Amen. Je prendrai garde à ne plus rien dire que de mon cru. » Et il se mit à regarder la lumière du crépuscule. Il se taisait. Les flots de la nuit les entouraient maintenant. Ils frissonnèrent. Boyne se releva. « Allons, mon enfant, il est temps de redescendre. »« Descendre ? Montons plutôt. » Et lui prenant le bras, elle l'entraînait de toute sa jeune force sur la pente parfumée de l'odeur des pins. Le mystère de la forêt semblait venir à leur rencontre. « J'ai envie de monter, de monter. J'ai envie de ne pas me coucher de la nuit et de rentrer à l'aube comme on revient du bal. Est-ce qu'on ne dirait pas une grande salle de bal, une salle de fête étincelante de 1000 lumières ?» Boyne se laissa faire. Sur la hauteur, il soufflait un air frais comme la jeunesse, parfumé des odeurs secrètes que libère la nuit. Il se disait qu'il était grand temps de rentrer, mais le vieux vagabond, le vieil homme des montagnes et des courses dans le mystère des nuits, se réveillait en lui, retombait sous le charme des enchantements de sa jeunesse. Ce n'était plus la jeune fille, c'était la nuit elle-même qui l'invitait à l'aventure. Un instinct avertissait Judith de ne pas rompre ce silence, et il continuait à monter côte à côte. À mesure qu'il s'élevait, l'air se faisait plus pur, et au-dessus de leur tête se creusait une grande voûte bleue étoilée de clous d'or, dont les pointes blanchissaient à mesure que l'obscurité devenait plus profonde. Ils avaient dépassé les lisières de la forêt et débouchaient sur un plateau de roches. Ils aperçurent sur leurs pieds les feux du village au fond de l'entonnoir obscur des champs. Ce fut pour Boyne le rappel de l'heure et de la distance. Il donna le signal du retour. À côté de lui, sa compagne avait l'air d'un enfant à moitié endormi, qui rentre un soir de dimanche, son tablier plein de fleurs. De retour à la pension de Judith, sans oser regarder sa montre, Boyne poussa la jeune fille dans la maison avec un rapide bonsoir. Mais aussitôt, il la rappelait à voix basse. « Croyez-vous vraiment qu'à vous seul, je n'ai pas pensé à rapporter un souvenir ?» Et il tira le petit paquet qu'il avait sorti étourdiment devant Madame Sellers. « Convenez que vous auriez été attrapée si je vous avais oublié. » Elle répondit solennellement. « J'en serais morte. »« Eh bien, ne mourrez pas et courez vite. Vous êtes affreusement en retard. » En partant pour la promenade, Boyne était à milieu d'avoir décidé de l'usage qu'il ferait du pendentif de cristal. C'était bien à l'intention de Judith qu'il avait choisi ce bijou. Mais depuis qu'il avait eu la maladresse de le laisser voir à Rose qu'il avait désiré, pouvait-il décemment le lui montrer au cou de la jeune fille? Dans l'émotion de la promenade et de la nuit, il avait cessé d'hésiter. Il avait remis à la jeune fille ce modeste bijou, qui lui revenait de droit, parce qu'il était comme elle une petite chose bizarre, exquise et sans prix. Pourvu qu'elle n'aille pas le montrer au chalet, pensa-t-il lâchement en s'en revenant, et il savait très bien que ce serait naturellement la première chose qu'elle ferait. Dans le salon, Madame Sellers, en toilette de soirée, le regarda entrer. Elle repoussa une lettre qu'elle était en train de lire. Boyne se confondit en excuses. « Il est affreusement tard, je n'ai pas même eu le temps de passer à l'hôtel pour me donner un coup de brosse. » Comme il se penchait pour l'embrasser, ses yeux tombèrent sur le cadran de la pendule de voyage. Il n'est tout de même pas plus de 9 heures. La demie seulement. J'avais peur qu'il ne fût arrivé un malheur aux enfants. Dieu merci, non. Tout va, on ne peut mieux. Mais j'avais besoin de respirer. Je voulais me nettoyer les poumons de cet air du Lido. La porte s'ouvrit. On aperçut le dîner servi, la table éclairée aux bougies, le vin blanc qui dorait les carafes. Cela sentait les fraises et le pain de ménage. Rose prit le bras de Boyne. « Et ma nouvelle à moi, vous ne me la demandez pas. Devinez. Vous vous rappelez que je vous avais promis une surprise. Monsieur Dobry s'annonce pour la semaine prochaine. » Chapitre 19. Le lendemain, Rose invita les 3 aînés des Waters à déjeuner, et dès que le trio apparut, les regards de Madame Sellers et de Judith se croisèrent. L'une ne vit que le pendentif, l'autre la bague de saphir. Ce fut muet et instantané. Judith ne dit rien, mais Blanca, comme Rose se penchait pour l'embrasser, prit la main de son hôtesse avec un cri d'admiration.
Une bague neuve, quelle merveille! Je ne vous la connaissais pas. » Rose sourit et flatta de sa main libre la joue de la petite. « Tu n'as pas les yeux dans ta poche, » dit-elle. « Mais tout le monde a eu son petit cadeau de Venise. J'y avais bien droit comme les autres. » Blanca sourit et montra à son poignet un gland de cristal rose. « N'est-ce pas qu'il est joli, mon cadeau? Il n'y a personne qui sache les choisir comme Martin. » C'est bien ce que je me suis dit quand il m'a fait voir hier soir le cadeau de Judith. Elle se tourna vers celle-ci, mais sans l'embrasser. Elle réservait ses caresses au petit, et se borna à lui mettre la main sur l'épaule. « C'est un amour que ce bijou. Je n'ai jamais vu le pareil. Ce n'est pas vénitien, je crois. Peut-être du baroque espagnol. C'est déroutant. Vous avez de la chance, ma petite, d'avoir un connaisseur pour vous déterrer des cadeaux. » Ce fut tout. Un déjeuner très gai, simple, sans trace de malaise, plein d'abandon et d'éclat de rire. La maîtresse de maison, toujours parfaite, était exquise pour Terry et Blanca. Le petit l'intéressait. La petite, Boyne le sentait, la flattait en ouvrant sur elle de grands yeux. Avait-elle remarqué l'éclair sombre du regard de Blanca pendant qu'elle faisait l'éloge du pendentif? Boyne aurait mieux fait de le donner à la petite et d'offrir à sa sœur la bricole de 4 sous, qu'il aurait enchantée parce qu'elle venait de lui. Enfin, il ne faisait que des gaffes avec les femmes. Cependant, Terry parlait de ses livres et racontait à Madame Sellers qu'il avait déjà retrouvé la citation de Browning. « Vous savez, ces beaux vers que Boyne a dit à Judith, elle est rentrée en les récitant tout le temps de peur de les oublier, et elle m'a réveillé pour les chercher dans le livre avant d'aller se coucher. C'était si beau, ces vers, la nuit, dans la montagne, à l'heure des étoiles, » reprit la jeune fille avec ravissement, tandis que sa sœur ajoutait « Elle est rentrée si tard que nous étions au lit, et qu'il a fallu que Scopie descende lui ouvrir. Martine, avez-vous vu Scopie en papillote ou étiez-vous parti quand elle a ouvert? » « Oui, le crépuscule en montagne est un spectacle qui en vaut la peine, » dit Madame Sellers en regardant au fond des yeux de son amie, puis elle continua en s'adressant au petit garçon. « Mais il y a bien mieux que cela dans Browning. Apporte-moi ton livre demain, je te montrerai. » Boyne, en reconduisant les enfants après le déjeuner, s'émerveillait du tact de son ami, ce fameux tact, tantôt rafraîchissant comme une brise, tantôt redoutable comme une armée en bataille. Au tournant de la route, l'omnibus apparut. Boyne y fit monter les jumeaux et revint à pied avec Judith. Presque aussitôt, la jeune fille demanda « Vous êtes fiancé avec Madame Sellers, n'est-ce pas, Martin ?» Cette question lui donna un coup. Il n'avait jamais parlé à son amie du moment où elle souhaiterait publier leur fiançailles. « J'aurais dû lui demander son avis, » se dit-il. « Je suis vraiment trop étranger aux convenances. » Il regarda Judith avec impatience. « Qui diable vous a fourré une pareille idée dans la tête? Dame, vous lui rapportez une bague de Venise. Elle la porte au doigt où se mettent les anneaux de fiançailles. Ah, c'est à ce doigt-là, dit-il en cherchant à gagner du temps. Et puis, pour couper court, c'est vrai, je suis fiancé à Madame Sellers, mais elle préfère que cela ne se sache pas tout de suite. » Il pouvait se passer tant de choses sur le visage de sa voisine qu'il ne se sentit pas le courage de le regarder avant de s'être calmé lui-même par une étude soutenue du paysage. En se tournant enfin vers elle, il reçut le sourire illuminé de son visage et 2 bras filiaux qui se jetaient à son cou. « Mon bon vieux Martin, que je suis contente. Si c'est vrai que vous êtes tout à fait heureux. C'est donc Blanca qui avait raison. Comme ça doit être bon l'amour, car c'est par amour que vous vous mariez. Vous êtes très romanesque au fond, avec vos airs bougons. Vous ne feriez pas un mariage d'argent, ou encore, pour régulariser une vieille liaison. Régulariser? Quelles idées vous vous permettez, et quelles expressions! Vous ne sentez donc pas que le premier besoin d'un homme, c'est de pouvoir respecter sa femme? » La jeune fille parut intriguée. « Si, j'ai vu ça dans les livres et puis au cinéma, mais j'aurais cru que le premier besoin était de s'embrasser. » Boyne haussa les épaules. « On ne peut pas causer avec vous. Vous n'êtes qu'un enfant. Madame Sellers est la plus exquise, la plus parfaite. » Il se tut, comprenant que ce panégyrique n'était pas dans le ton. « Ce que je puis vous dire, c'est que jamais je n'aurais pris sur moi de me charger de vous si elle n'avait pas été là. » La jeune fille s'assombrit. « Alors, elle va rester avec vous tout l'été? » « Je le souhaite de tout mon cœur. La présence d'une personne comme elle... Allons, nous n'avons pas le temps de nous amuser. Madame Sellers m'attend à la poste. » Il se sentait pris d'une sourde irritation qu'il ne pouvait s'expliquer. Dans l'ombre, sous la surface extérieure de son esprit,
il sentait la présence d'une irritation inavouable. Était-il donc déçu par la sincérité des compliments de la jeune fille ? 5 minutes plus tôt, il aurait juré que cette assurance était la seule chose qui manquait à son bonheur. Il ne souhaitait que la preuve que cet enfant était toujours une petite fille, la plus enfant de tous, comme il l'appelait toujours en parlant d'elle à Rose. Est-ce qu'il s'était trompé ? Ou est-ce elle qu'il voulait tromper ? Il fut tiré de sa rêverie, la jeune fille lui touchait le bras. « Pourquoi êtes-vous fâchée, Martine ? Vous savez bien que je veux tout ce qui vous fait plaisir. »« Fâchée, quelle plaisanterie ! Seulement, rappelez-vous que c'est encore un secret. » En somme, il vaut mieux qu'elle le sache, se disait-il. Cela nous épargnera un tas de cachotteries. Il était sûr de la discrétion de la jeune fille, même sans la pression significative de son bras et sans le rituel sur le livre à Scopie, qui était le serment de la tribu. Cette discrétion précoce, Boyne en avait eu souvent le cœur serré. Cela voulait dire, hélas, que la petite en avait tant vu. En cet instant, il y voyait une assurance de paix. Peut-être qu'il n'est pas mauvais de ne pas élever les enfants dans du coton. Cela peut se défendre, car ce n'est décidément qu'un enfant, se répéta-t-il avec une obstination singulière. Le soir, comme il causait de toute autre chose avec Madame Sellers, elle lui posa la question. Les petits étaient-ils au courant de leur fiançailles ? Boyne marmotta. Je ne me suis pas cru permis d'en parler à personne. Mais on a deviné. Oui, Judith, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui a pu. Mais c'est ma bague, voyons. J'aurais dû y penser, c'est absurde. Mais peut-être que cela vaut mieux ainsi. Je préférais pourtant que cela ne s'ébruitât pas, au moins pour le moment, à cause de tante Julie. Je n'ai pas encore de ses nouvelles. Boyne, soulagé, exprima son complet acquiescement. Et puis, continua-t-elle, c'est gentil d'avoir un secret à nous deux, notre secret. Nous n'en dirons rien, même à M. d'Aubry. Surtout pas, à M. d'Aubry, reprit Boyne. M. d'Aubry arriva le surlendemain. C'était un monsieur qui approchait de la soixantaine, quoiqu'il se montrât encore vert et agile. Tout en lui était tact, effacement, discrétion. Mais il avait une manière de vous céder la place qui laissait derrière lui une atmosphère plus encombrante que n'eût été un corps massif. Un gros homme en chair et en os, qui se serait vissé dans votre meilleur fauteuil, vous aurait moins gêné que cette mince silhouette polie et évasive. M. d'Aubry était descendu non à l'auberge, mais au palace où Boyne avait dîné un soir avec son ami. De là, en 5 minutes, il montait au chalet, à moins que ses instances ne contraignissent Rose et Boyne à descendre au palace. Cette façon de rendre les invitations du tac au tac était un article fondamental du code de M. d'Aubry. L'hospitalité lui semblait, comme l'argent, une chose qu'un homme comme il faut ne reçoit qu'à condition de la rendre au plus tôt, et cette vue obligeait Rose à accepter toujours ses invitations jusqu'au moment où, dans cette bataille de bienséance, elle demeura victorieuse et réussit à lui faire entendre qu'elle préférait recevoir plutôt que de sortir. La bague de saphir avait disparu. Grâce à cette précaution bénie par Boyne, celui-ci n'était plus aux yeux du visiteur qu'un vieil ami de la maison, une connaissance de New York rencontrée autrefois aux soirées des Sellers et avec qui il était plaisant de renouer. Boyne s'expliquait sans peine la visite de M. d'Aubry et l'accueil que faisait Mme Sellers à un homme qui lui apportait des nouvelles de sa tante et l'annonce d'une transaction favorable dans la succession de son mari. D'abord, il avait craint d'avoir à changer des habitudes qui lui étaient agréables, mais bientôt, il s'aperçut que la présence de M. d'Aubry lui laissait plus de liberté pour voir ses petits amis. Il constata alors que depuis quelque temps, il s'était laissé prendre beaucoup de cette liberté, et il éprouva, en la recouvrant, un mouvement de joie qui aurait dû l'inquiéter. Il insinua à Rose que l'avocat, venu parler d'intérêt avec une cliente, trouverait un peu étrange la présence d'un tiers dans cette discussion, et, fort de cet argument, il se mit en devoir d'arranger son temps à son gré. Cette libération donna une saveur nouvelle au moment qu'il passait avec la jeune bande, et pour M. d'Aubry, avec qui les petits n'avaient eu qu'un contact rapide et terrifié, son personnage fut le bienvenu pour servir de thème au jeu que les enfants demandaient à Boyne d'inventer. « Le petit nom de M. d'Aubry, leur dit-il. Connaître ce nom-là a toujours été ma secrète ambition, mais je n'avais jamais eu la chance de savoir même la première lettre. Mais voilà que j'ai lu ses initiales sur sa valise, A, D.
C'est un bon point de départ. Et un jour que Judith lui disait « Comme vous êtes distrait ». « C'est, lui répondit-il, que toutes mes facultés sont absorbées dans le problème de ce nom de baptême. Madame Sellars doit le savoir, vous n'avez qu'à le lui demander. Pourquoi voulez-vous qu'elle le sache? Cela m'étonnerait beaucoup. Elle dit que c'est un vieil ami, presque aussi vieux que vous. Je ne suis pas convaincu. Je me demande si personne sait le petit nom de M. d'Aubry. Comment le saurait-on? Peut-on se figurer quelqu'un l'appelant par son petit nom ou lui demandant de le lui dire? À votre place, j'essaierai, dit la jeune fille qui n'avait aucun goût pour la spéculation. Demandez à Madame Sellars, jamais de la vie. Et si elle le savait, où serait le plaisir? C'est vrai, cria Terry en se mettant de la partie. Il ne faut rien lui demander avant d'avoir épuisé tous les autres moyens. À la bonne heure. Toi, tu comprends les règles du jeu. Procédons maintenant par élimination. Je commence. Abel. Abel, c'est bien le premier nom propre de l'alphabet. Non, il y a un prince H de Danemark. Je l'ai lu dans le journal, dit Terry au comble de la joie. Bon, commençons par H. Quelqu'un voit-il M. d'Aubry baptisé H? Le nom danois fut écarté par un cri incrédule. Eh bien, continuons. Je reprends Abel. Abel d'Aubry. Ne vous pressez pas. Tâchez d'examiner la chose dans un esprit de pondération et d'impartialité. Non, non, pas Abel, fit le chœur. Moi, je fais un somme, dit Judith, en s'étendant de tout son long sur l'herbe brûlée où campait le petit cercle. Faites donc. Pour ce qu'elle nous sert, fit Boyne. À la suite. Adam? Adam, c'est un nom polonais. Qui était-ce, Adam? Dit Judith en rouvrant les yeux. Quelque héros national, dit Blanca en ayant l'air de réfléchir. L'institutrice, perchée un peu plus haut sur le tertre, coupa ses conjectures. Voyons, mes enfants, ne dirait-on pas que je vous ai élevés comme des petits sauvages, Adam? Oui, celui de la Bible, mais les parents de M. d'Aubry n'ont pas été cherchés si loin, dit Blanca en haussant les épaules. Sans compter, ajouta Zinni, qu'il était mort depuis longtemps, et qu'il n'aurait même pas pu donner une timbale à son filleul. Pauvre petit M. d'Aubry, se mit à gémir Bitchy à cette pensée, et Boyne, reconnaissant la valeur de cette difficulté, reprit « Agamemnon, alors? C'est presque aussi vieux qu'Adam. » Ceci amena une discussion avec Terry sur l'antiquité relative de la Bible et d'Homère, tandis que, dans les intervalles, l'institutrice ne cessait de jeter avec désespoir « Mais qu'est-ce que c'est que cette dispute, puisque nous savons tous qu'Adam est le premier homme ?» Judith souleva la tête. Les yeux toujours à demi-clos, elle se mit à murmurer à la face du ciel. « Monsieur d'Aubry, ça doit lui être bien égal qu'Adam soit son parrain ou non. Il a de quoi se payer toutes les timbales qu'il veut. Ce doit être un monsieur très riche. Tu crois qu'il nous donnera un petit souvenir en partant ?» conclut aussitôt Zinni qui avait sa marotte. « Qu'est-ce qui te dit qu'il s'en ira ?» fit Judith en fermant les yeux. « Hannibal, Hannibal, ça commence par un A. Je le sais bien puisque c'était un prince de ma famille. » s'écria Bunn en retournant d'un saut dans la partie. Chapitre 20e. Une nuitée de jours après l'arrivée de l'avocat, Madame Sellars dit à Boyne « On ne voit plus les petits Water, qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Boyne la rassura et mit leur discrétion sur le compte de la timidité. L'imposant M. d'Aubry, qui venait souvent au chalet, les effarouchait un peu. « Il y est souvent, remarqua-t-il, et c'est un personnage un peu trop imposant pour eux. » Elle crut sentir dans cette phrase une nuance d'ironie dont elle parut piquée. « Je ne sais ce que vous appelez imposant, » répliqua-t-elle sèchement et d'un ton piqué. « Je ne savais pas qu'un enfant de nos jours, produit de l'âge des hôtels, s'en laissait imposer par qui que ce soit au monde. Je vous assure que M. d'Aubry est plein de pitié pour ces gamins, et qu'il serait très content de lier connaissance avec eux. Si nous les emmenions demain faire un pique-nique, je suis certaine que M. d'Aubry en serait très heureux. » Boyne estima le projet redoutable. Il observa que si Zinni et les deux Italiens figuraient dans le programme, il faudrait emmener aussi l'institutrice. Autrement, Judith passerait son temps à faire la police. Rose acquiesça en soupirant qu'en effet, ces petits étaient affreusement gâtés. Boyne était bien de cet avis, mais instinctivement il se mit à dire le contraire. Il ne pouvait plus souffrir qu'elle critiquât ses petits amis. Évidemment, ce ne sont pas des petits Lord Fauntleroy. Ils ne se sont pas trouvés dans les conditions pour cela, dit-il non sans impatience.
« Je ne leur en fais pas un reproche, dit-elle. Mais justement, M. d'Aubry les plaint d'avoir été élevés d'une façon déplorable. Vous comprenez, il s'est occupé du divorce Westway. » Boyle lui jeta un regard rapide et ulcéré. « Le diable m'emporte si je vois quel lien votre d'Aubry peut trouver entre le divorce Westway et les petits Walter. » C'est bien simple. L'intimité de Judith avec cette misérable petite, pourrie de drogue, et le fait qu'elle connaît toute cette horrible histoire qui a fini par le suicide de cette malheureuse. Elles étaient ensemble à Deauville l'été qui a précédé le drame. Pendant ce temps-là, les deux mères se promenaient Dieu sait où. Judith le dit, à qui veut l'entendre? Boyne ne regardait plus son ami mais contemplait vaguement le profil de feu des montagnes derrière la rampe du balcon. Une phrase de Stevenson traînait dans sa mémoire. Ces lieux charmants et détestés. Il lui répugnait de penser que ce paysage fait pour les archanges s'associerait un jour avec le doux visage impénétrable de Madame Lelmer et avec cet avocat qui connaissait tous les dessous du divorce de cette dame. Il se retourna brusquement. « Est-ce que vous n'en avez pas assez de cet endroit ?» Il était presque en colère. Elle lui répondit avec une surprise non jouée. « Assez de quoi? De Cortina ?»« Ah, de toute la boutique !» dit-il en embrassant d'un geste méprisant le vaste tableau des montagnes, des vallées et de la forêt. Le paysage perd sa vertu quand nos ennuis s'y mettent. C'est comme des mythes qui dévorent tout. Madame Sellers se tut, puis lui met la main sur la sienne. « Je me doutais bien, mon pauvre ami, que cette responsabilité que vous avez prise finirait par vous excéder. » Boyne s'écarta en sursaut. Quelle responsabilité! Du fond de la pièce, il revint et caressa gauchement les cheveux de son ami. « Votre monsieur d'Aubry me donne un peu sur les nerfs. Je ne vous cache pas que ce pays me plaisait beaucoup plus quand nous étions seuls avec les petits. » Il vit que les joues de Rose s'éclairaient. « C'est un accès d'égoïsme, que voulez-vous? Je n'ai pas à vous dire que tous les hommes sont de sales égoïstes, vous le savez bien. » Il rit, et le rire de Rose répondit doucement au sien. « Pauvre monsieur d'Aubry, il n'a plus longtemps à rester ici. »« Eh bien, déclara Boyne, puisqu'il n'y en a plus pour longtemps, je prends sous mon bonnet d'accepter son pique-nique. Je descends le dire au petit. » Il se flattait que cette affectation de gaieté avait produit l'effet souhaité, et qu'il ne restait plus un nuage en quittant son ami. Mais il n'était pas à moitié chemin qu'il s'arrêta et s'écria tout haut. « Il part, bon débarras, et après ?» Le pique-nique fut un triomphe. Un de ces triomphes continus, tranquilles, bien huilés, où l'on a l'impression à chaque seconde qu'on pourrait lâcher prise et que tout finirait par une catastrophe. Pique-nique Janus, enfin. Mais pour les principaux intéressés, ce Janus ne montra qu'un de ses visages, et ce fut l'idéal de la partie de plaisir pour enfants, faite de doigté et de force argent. M. d'Aubry était aussi de cet avis. Commandez les 2 autos les plus vastes possibles, montez sur pneus ballons, remplissez des paniers de toutes les friandises que peut fournir la cuisine d'un palace, cherchez enfin à faire plaisir, et infailliblement le bonheur doit s'en suivre. La petite bande parut charmée de cette politique. Terry, mieux portant, pouvait s'abandonner à son plaisir sans craindre l'institutrice et son redoutable thermomètre. Blanca se sentait éblouie par le menu opulent qui remplaçait le pain et la tablette de chocolat. Quant aux petits, ils étaient dans un état d'effervescence dû au plaisir d'une journée de congé et au fait de se sentir les héros de la journée. Et Judith. Le goûter fini, la petite classe était partie à la cueillette des fraises sous la houlette de l'institutrice. Les autres restaient à faire la sieste près d'une cascade. Boyne, sur le dos, fumait méditativement une pipe et observait ses voisins à travers les nuages de sa fumée. Un peu plus loin, Judith, étendue comme une chatte sur la mousse, reposait sa tête décoiffée sur son bras replié. Son profil clair et délicat se détachait sur les fougères. Un peu de rose animait ses joues, et ses cils faisaient, sous sa paupière, une ombre veloutée. Elle se livrait ainsi sans défense, dans l'abandon du sommeil. Mais on dirait une femme, et désirable. Comment est-ce arrivé? Et comme cela, tout à coup, songeait Boyne, soudain troublé. Il détourna les yeux et aperçut M. d'Aubry assis en face de lui avec la négligence affectée d'un qui n'a pas l'habitude des pique-niques. L'avocat avait tiré de sa garde-robe inépuisable le complet de sport à peine défraîchi et le feutre à peine porté qui convenait à la circonstance.
Dans ses vêtements de campagne, M. d'Aubry ne cessait pas d'être un citadin et un homme du monde très pointilleux. Seulement, il se tenait un peu moins sur ses gardes. Ses yeux gris, d'ordinaire circonspects, dirigeaient ostensiblement leur regard vers la jeune fille endormie. Ces regards trahissaient les pensées de l'avocat, et Boyne devina qu'elles ressemblaient étonnamment aux siennes. Cette découverte l'agita d'une manière incroyable. Mais dans le nivellement moderne, n'a-t-on pas aboli les différences d'âge, se dit-il. Ce d'Aubry n'est pas tellement plus vieux que moi, il est très vert et très musclé. Il a l'œil frais et vif, et sous quel prétexte lui défendre le spectacle de la jeune fille désarmée? M. d'Aubry paraissait en proie à une vive émotion. Son teint rose devenait rouge jusqu'aux tempes et aux paupières, et ses cheveux bien peignés firent tout à coup l'effet d'un nuage d'argent sur un ciel d'orage. Contre qui cette colère? Se dit Boyne. Mais contre lui, évidemment. Les yeux de M. d'Aubry ne quittaient pas la jeune fille, mais tout le reste de son visage paraissait faire un violent effort pour les en arracher. Il a peur de lui-même, se dit Boyne, et il se rappela sans plaisir qu'il avait eu une fois ou deux le même sentiment quand il avait regardé trop longtemps la jeune fille. Est-ce que je faisais ces yeux-là, pensait-il? Est-ce que j'avais la figure aussi congestionnée? Et il en voulait à l'avocat de lui servir de miroir. Soudain, celui-ci se mit debout et ne fit plus attention qu'à Madame Sellers. Boyne suivit cette conversion. Dans l'ombre de son grand chapeau, mince et enfoui dans l'herbe, Rose avait l'air presque aussi jeune, presque aussi nymphe que la jeune fille. Seulement, elle se fondait dans le paysage, tatouée d'ombre et de soleil, vaporisée dans des murmures et des chuchotements de feuilles. Elle s'adaptait si bien aux choses qu'elle finissait par s'y confondre. Elle leva la tête, et sous le bord du grand chapeau, Boyne aperçut une inquiétude dans son regard. L'avocat l'apostrophait gaiement. « Allons-nous permettre à ces jeunes sauvages d'accaparer les fraises? Si nous laissions M. Boyne en sentinelle auprès de la belle endormie et partions, nous aussi, pour la cueillette ?» Ce qui voulait dire « Emmenez-moi, il est grand temps. » « C'est dit, » répondit Madame Sellers. « Je vous montrerai un coin qu'ils ne découvriront jamais. » Et cela signifiait « Je sais, mais comptez sur moi pour empêcher un malheur. » Elle fut debout avant qu'il eût le temps de lui tendre la main. Elle semblait tout à coup bondissante et légère. « Par ici !» cria-t-elle, en sautant devant lui sur les rochers. Boyne entendait leurs deux voix qui s'éloignaient le long du torrent, mêlées au bruit de l'eau, tantôt lointaine, tantôt toute proche, comme les lueurs de sa robe aperçues à travers les hêtres. Il resta sans bouger et regarda la fumée de sa pipe dissoute par une bouffée d'air venue de la cascade. L'avocat, en partant, avait emporté les idées que faisait naître sa présence. Judith redevenait fillette. Si un reste d'inquiétude s'attardait à la surface de sa pensée, Boyne, intérieurement, goûtait une paix profonde. Chaque parcelle de son être recueillait le bonheur d'une minute exquise, mais il ne se la reprochait pas, ne redoutait point de la voir s'enfuir. Comme sur un lac de paix, il se laissait flotter sur le sommeil de la jeune fille. Il la contemplait ainsi depuis assez longtemps, l'enveloppant dans une vigilance de grand frère, lorsqu'elle ouvrit les yeux et les tourna vers lui, encore mouillés de rêve. « Martine !» lui dit-elle tout engourdie. Puis, réveillée tout à coup, elle s'écria « Quand vous mariez-vous, mon ami ?» Ces questions le surprenaient toujours, mais jamais plus que cette fois, car ce qu'elle lui disait, c'était ce qu'il était en train de se dire au même moment. Comme c'était loin, cette idée de se fâcher contre Rose qui ne voulait pas fixer la date du mariage. Était-ce il y a 15 jours ou il y a 3 semaines qu'il lui envoyait une corbeille de gentianes cueillies sur une prairie de montagne, avec une citation du roman de la maîtresse Prude? Impatience d'écolier. Rose lui avait fait voir qu'ils étaient très bien comme ils étaient, et s'il lui arrivait de penser maintenant à cette date, c'était pour se dire « Et une fois mariés, que deviendront les enfants ?» Il se sentit rougir, pourvu que ce ne fût pas comme M. d'Aubry. « Quand je me marie? Alors les paris sont ouverts? Tout de même, il me semble que cela ne regarde personne. » La jeune fille ne prit pas garde au ton bourru de la réponse. « Mais si, cela me regarde, j'ai mes raisons. Vous, des raisons? Qu'est-ce qu'un bout de femme comme vous peut avoir à faire de raisons? Vous ne me croyez pas raisonnable? Vous ne parlez pas sérieusement, dit-elle, et une ombre passa sur son visage. Non, je ne parlais pas sérieusement,
ni vous non plus. Mais ne trouvez-vous pas que nous sommes très bien ainsi ?» Elle ouvrit de grands yeux et continua de le regarder d'un air à demi moqueur, tandis que sa bouche dessinait un sourire. « Mais voyons, Martin, c'est Madame Sellers, ce n'est pas vous qui devriez parler comme vous faites. » Boyne éclata de rire. « Ah, ces enfants! Comment garder son sérieux avec eux 2 minutes? Et celle-là était bien la plus absurde, la plus enfant de tous les enfants. Eh oui, mon cher, vous devriez être empressé, impatient, passionné. » Et elle l'adjurait comme si la vie de Boyne dépendait de ce conseil. Il s'appuya sur son coude et se mit à regarder curieusement la jeune fille. « Eh bien, en voilà un toupet. » Elle secoua la tête en souriant. « Mais non, Martine, je vous assure, je ne suis pas du tout effronté. Mais il y a des moments où vous avez l'air, pardonnez-moi, où vous avez l'air un peu naïf. Grand merci. Ah, seulement pour ces choses-là. On dirait que vous tombez de la lune, comme si vous n'aviez jamais vécu dans le monde. Dans votre monde, oui, Dieu merci. Et Madame Sellers non plus, grâce au ciel, ajouta-t-il au bout d'une seconde avec sévérité. La jeune fille se leva et vint s'asseoir auprès de lui en mettant la main sur son bras. « Allons, je vous ai fait de la peine. Je sais que je n'ai pas de tact. Dol Westway me l'a toujours dit. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi j'ai besoin de savoir quand vous allez vous marier. Eh bien fait, j'attends, dit Boyne en se détournant pour allumer sa pipe. M'y voilà. Nous avons comploté, tous y compris les B et Scopy, de vous faire un cadeau, mais un cadeau à la hauteur. Nous avons trouvé, je crois que vous serez content. Nous avons déterré l'objet l'autre jour à Toblar, chez un antiquaire, et je voudrais savoir le bon moment pour vous le donner. Vous aimez les cadeaux, Martin? Parbleu, si je les aime. Ma foi, presque autant que vous. Il s'aperçut qu'il rougissait, et se hâta de continuer pour effacer sa plaisanterie. Comme c'est gentil à vous tous. Cela me touche plus que je ne puis dire. Mais nous avons le temps, ma petite, rien ne presse. Que dites-vous, Martine? Fit la jeune fille, et l'inquiétude et la tendresse se peignirent sur sa figure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Une anicroche? Non, j'espère. On voyait qu'elle aurait été vraiment navrée s'il était survenu quelque accroc. Boyne prit la main de la jeune fille et y déposa un baiser, ce qu'elle avait appelé une fois un baiser de grande personne. Mais non, mon enfant, il n'y a pas d'anicroche. Et vous savez que tout ce qui me viendra de vous me fera plaisir. Mais encore une fois, rien ne presse. Elle ne répondit pas. Elle croisa les mains sous sa tête et s'étendit, laissant ses yeux errer dans le ciel à travers le frisson des feuilles. Juste dans la ligne du regard de Boyne apparaissaient les 2 petits pieds de la jeune fille, chaussés de sandales et croisés sur un lit de fougères. Durant un long moment, Boyne sentit qu'il ne pouvait détacher ses yeux, ses pensées, son imagination de ces 2 petits pieds. Chapitre 21. Ce soir-là, une fois les enfants rentrés à la pension, quand Boyne rejoignit son ami au chalet pour l'heure du dîner, la première chose qu'il aperçut fut le saphir qui brillait à son doigt. Les jours précédents, il l'avait retiré, afin de laisser ses fiançailles ignorer de M. d'Aubrey. Un moment, il crut que l'avocat était lui aussi invité à dîner, et que Rose avait décidé de lui apprendre la grande nouvelle. Comment, lui qui ne remarquait jamais ces détails, avait-il pris garde à celui-ci? Sans doute à cause du ridicule interrogatoire de la jeune fille. Il soupçonna même que, déçue par ses réponses évasives, la petite obstinée s'était adressée à Madame Sellers, qui, mise au pied du mur, avait arboré sa bague. Mais non! Si mal élevée que fût la pauvre enfant, on ne pouvait lui reprocher cette nouvelle indiscrétion, puisque Rose n'avait plus reparu jusqu'au moment de se rembarquer dans les voitures. Elle avait prolongé sa promenade avec l'avocat, et entre parenthèses, elle en était revenue les mains vides, à moins qu'elle n'eût consommé sa récolte sur place. Enfin, les 2 femmes n'étaient pas rentrées dans la même voiture. D'où venait donc cette subite réapparition de la bague? Sans doute, pensa Boyne, qu'elle aura décidé d'annoncer ses fiançailles à M. d'Aubrey, qui apparemment était invité à dîner. Cela lui donna de l'humeur. D'avance, il avait excédé des banalités que l'avocat ne manquerait pas de prononcer à cette occasion. Depuis cet après-midi, où il avait surpris son regard fixé sur la jeune fille, Boyne avait changé d'idée sur M. d'Aubrey. Jusque-là, il n'avait vu en lui qu'un juriste habile, capable dans son métier, médiocre dans tout le reste,
menant une existence méticuleusement réglée. Une part pour les affaires, l'autre méthodiquement répartie entre un régime scrupuleux, très fort sur les vitamines, monsieur d'Aubry, l'exercice, la société, les œuvres et les voyages. Voici que, tout au fond de ce tableau solennel, comme au bout d'une perspective, un autre monsieur d'Aubry rôdait en cachette, sournois, les yeux allumés comme tout à l'heure à l'affût des grâces de la jeune fille. Et Boyne s'irritait de connaître le personnage inconnu de madame Sellers, les cornifleurs qui grimaçaient sous le masque correct de son homme de loi. Ce regard de monsieur d'Aubry, Boyne y lisait malgré lui une image tragique de l'avenir qui guettait la jeune fille. « Eh, qu'avez-vous fait de votre ami? Est-ce que nous l'attendons » fit Boyne. Sa question un peu brusque fut accueillie par madame Sellers avec sa bonne grâce ordinaire. « Mais je ne l'attends pas, il ne vient pas ce soir. » Boyne se sentit soulagé et un peu nigaud. « Si d'Aubry ne vient pas dîner, pensa-t-il, qu'est-ce qui l'en empêche? Il vous lâche pour des connaissances du palace. C'est encore heureux qu'il ne vous ait pas traîné de force à ce dîner. Mais non, vous vous trompez, il n'a pas de dîner en vue. Il avait des lettres à écrire et il m'a dit qu'il préférait se coucher de bonne heure. » Cette fois, il n'y avait rien à dire. Et Boyne suivit sa fiancée dans la salle à manger où, depuis quelque temps, leur tête-à-tête se faisait rare. « Cela ne vous plaît pas mieux ainsi ?» dit-elle en lui souriant par-dessus la jatte de rose qui ornait le couvert. En effet, le tête-à-tête était toujours charmant. Rose commença par lui faire un compliment qui le toucha, sur la tenue des enfants pendant toute la journée. Et à mesure qu'il écoutait, il se disait que sa nervosité, sa bizarre répugnance à envisager le mariage, ne venait que de la présence des gêneurs. Quand nous sommes tous les deux seuls, se disait-il, il n'y a jamais de difficulté. Après le dîner, ils passèrent comme d'habitude sur le balcon, et Boyne, en allumant son cigare, céda à une impression de bien-être. Il sentait que Rose comprenait qu'il était heureux de la retrouver seule à seule, et que ce sentiment la détendait, la poussait à dire et à faire tout ce qu'il fallait pour entretenir son ami dans cet état de béatitude. Il était touché de voir, chez cette femme si fière, un tel désir de se montrer telle qu'il la souhaitait. Judith était tout à fait en beauté aujourd'hui. Monsieur d'Aubry en était saisi, dit madame Sellers de son accent le plus suave. Patatras. C'était bien la peine de disposer un parterre de fleurs pour y jeter un tel pavé. Boyne répondit sur un ton d'agacement. Saisie, on peut le dire, cela se voyait. Ce qu'elle est délicieuse par moments, dit Rose en redoublant de suavité. Elle est gentille, comme tous les enfants. C'est un charmant enfant, je ne cesse de vous le répéter. J'ai constaté en effet que d'Aubry la regardait comme un chien qui guette un os. Voulez-vous vous taire? Moi, je ne peux pas souffrir les vieux qui reluquent les petites filles. Si votre ami s'est amouraché de Judith, il n'a qu'à la demander en mariage. Il est riche. Qui sait, peut-être se laisserait-elle tenter. Épouser Judith, monsieur d'Aubry. Madame Sellers eut un instant de douce gaieté. C'est vrai que, répétées par son ami, les paroles de Boyne apparaissaient en pleine absurdité, mais lui, pour l'instant, était incapable de prendre garde à autre chose qu'au désordre du sang qui lui battait dans les artères. Pourquoi pas, poursuivit-il, dans sa situation, pauvre petite, l'argent n'est pas à dédaigner. Si elle tient à venir à bout de ses parents et à garder les petits, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent, et un bonhomme d'affaires pour commander la manœuvre. Épouser M. d'Aubry, mais ce serait la meilleure combinaison. Madame Sellers réfléchit un moment. « Il n'y a pas de fortune ni d'avocat qui tiennent, dit-elle. On ne peut pas empêcher les Waters de faire entrer leurs enfants le jour où ils en auront envie. Toutefois, si Judith avait besoin d'un conseil, je suis sûr que personne ne serait plus heureux que M. d'Aubry de se mettre à sa disposition. »« Je le crois bien, » dit Boyne avec ironie. « Et n'êtes-vous pas d'avis qu'elle ne ferait pas mal de le consulter tout de suite ou de vous envoyer à sa place ?» M'interposer entre elle et lui. Il vous saurait peu de gré de m'avoir donné ce conseil. Je ne vous comprends pas. Alors c'est que vous ne l'avez pas vu regarder cet enfant tout à l'heure avant que vous l'emmeniez se promener avec vous. Elle se tut encore. Un léger réseau de songeries tissa son ombre sur son visage, et Boyne s'aperçut que quand une femme n'est plus toute jeune, elle n'a de fraîcheur que dans les répits que lui laisse son cœur. «
Quelle brute je suis, se dit-il en se reprochant d'avoir détruit l'équilibre délicat de sa sérénité. Mais déjà elle souriait d'un sourire un peu contraint et douloureux. Il avait donc une manière si extraordinaire de la regarder. Mais oui, je vous l'ai dit. Eh bien moi je n'ai rien vu de pareil. Et vous avez bien tort de vous imaginer qu'il pense à cette jeune fille de la manière dont vous croyez. Vous l'avez rêvé. Du moins je l'espère, car mon cher, si vous voulez que je vous le dise, savez-vous pourquoi il m'a proposé de nous promener nous deux seuls? C'était pour demander ma main. Elle fit une pause, pour juger de l'effet de ces derniers mots prononcés avec douceur. C'est la vraie raison de son voyage. Il était ici, pour faire sa demande. J'étais à 1000 lieues de m'en douter. Maintenant, le voilà parti. Il prend le train demain matin, ajouta-t-elle avec un léger soupir, où la satisfaction se mêlait au regret. C'était un petit triomphe. Elle le prenait sans orgueil et même d'une âme généreuse, mais en sachant très bien tout ce qu'il signifiait. Boyne se mit encore à rire. « Je ne vois pas ce que vous trouvez là de si drôle, » murmura Rose un peu vexée. Comme il ne trouvait rien à dire, elle continua de cet air distant qu'elle prenait quand elle répétait des axiomes courants dans sa jeunesse. « En somme, c'est le plus grand honneur qu'un homme puisse faire. »« Absolument, » dit Boyne, cette fois de bonne humeur. Il se frotta le front sans parvenir à éclaircir tout à fait ses idées. Le fait est que sa surprise et sa gaieté de tout à l'heure, son ami n'y était pour rien. Ce qui l'avait fait rire, c'était son imagination et le sentiment de sa folie. « Ce n'était que cela, » murmura-t-il comme malgré lui. Cette phrase lui était à peine échappée qu'il sentit, dans l'ombre, sa voisine faire un mouvement pour se raidir et s'éloigner de lui. « Rentrons, » dit Madame Sellers. « Il commence à faire frais. » Rose entra dans la chambre où Boyne la suivit. Maintenant, assise près de la table, elle feuilletait le courrier et les journaux du soir. Boyne surveillait le mouvement de ses doigts qui décachetaient les lettres, mais il ne voyait que le saphir, qui proclamait à qui voulait l'entendre sa propre destinée. « Alors, vous lui avez dit que vous n'étiez pas libre ? Simple affaire d'honnêteté, n'est-ce pas votre avis ? Et qui sait, si vous aviez été libre, peut-être auriez-vous préféré M. d'Aubry ?» Elle se mit à rire d'un petit rire sans gaieté. « Comment savez-vous ce que j'aurais fait si j'avais eu ma liberté ?» Il continuait à la regarder. « Avez-vous envie d'essayer ?» Elle rougit. La lettre qu'elle lisait lui glissa des mains, et elle croisa les doigts sur la table avec un petit effort pour s'empêcher de trahir son agitation. « Est-ce que je vous ai fâché en annonçant nos fiançailles à M. d'Aubry ?» Il hésita. Il sentait que c'était le moment d'agir avec prudence. « Fâché, non, ce n'est pas le mot. Seulement, nous étions convenus que, comme rien ne pressait, et que nos projets ne sont pas encore arrêtés, ce serait tellement plus gentil de garder le secret de nos petites affaires. C'était une idée à vous, si vous avez bonne mémoire. C'est vrai, l'idée était de moi, mais il n'y a pas à craindre que M. d'Aubry nous trahisse. Il ne s'agit pas que personne nous trahisse, question de sentiment, voilà tout. Le sentiment de savoir quelqu'un dans notre secret, mais mon ami, et les petits Water, oubliez-vous que nous les y avons mis depuis longtemps? Les petits? Mais les petits ne comptent pas. Et puis, ce n'a pas été ma faute, c'est Judith qui a deviné. Mais M. d'Aubry aussi a peut-être deviné, ajouta-t-il. Rose eut un petit accès de gaieté. Oh non, je vous assure, M. d'Aubry n'a rien deviné. J'ai eu fort à faire pour le convaincre. Il a fallu mettre les points sur les i. Elle s'arrêta une seconde. Il était convaincu que vous étiez épris de Judith Water. Boyne bondit. C'est insensé, c'est honteux. Comment peut-on avoir une idée pareille? Comment ose-t-on l'insinuer à une autre personne? Cela montre bien. Il s'arrêta, pour reprendre bientôt dans un nouvel accès d'indignation. Oui, cela montre quelle espèce d'homme est votre M. d'Aubry. Avoir cette idée-là au sujet d'un enfant et en soupçonner un honnête homme. Trouvez cela possible, naturel? Comme si j'étais homme à abuser de la situation pour tourner la tête à une fillette sur les bancs de l'école. Il se laissa tomber sur un siège. Il se sentait fiévreux, humilié, mécontent et la gorge sèche. Madame Sellers balançait doucement ses mains jointes au-dessus du paquet de lettres décachetées.
À son doigt, le saphir jetait par intervalles des éclairs. « Martine, s'écria-t-elle, mais vous voyez bien que vous l'aimez. » Elle se tut et ajouta après un instant de silence, « Il y a longtemps que je m'en doutais. » Ils se regardèrent sans rien dire. Enfin Boyne se leva et fit un mouvement vers elle. « Tout cela n'a pas le sens commun, ma pauvre amie, » commença-t-il. Elle l'arrêta d'un geste. Il n'eut pas de peine à comprendre ce geste qui le suppliait de se taire. Il se sentait gauche et en faute, et en voulait obscurément à Rose de le lui faire sentir. Ils restèrent l'un en face de l'autre, gênés, craintifs, comme si un objet fragile et précieux qu'ils auraient porté ensemble leur avait échappé des mains et venait de se briser. Ils craignaient de regarder à terre de peur d'y apercevoir les ruines de leur bonheur. Rose fut la première à retrouver ses idées. « Pourquoi nous faire du mal mutuellement ?» dit-elle, en le regardant avec des yeux humides. Et il se reprochait de ne pas la prendre dans ses bras pour effacer cette querelle absurde par un baiser. Mais il ne pouvait s'y résoudre. Quelque chose d'insurmontable l'en empêchait. « Pardonnez-moi, » dit-elle. « Je suis nerveuse ce soir et j'ai tort d'être stupide. Et puis, ce que m'a dit M. d'Aubry m'a bouleversée. » « La demande en mariage ? Non, pas cela, mais ce qu'il m'a dit de votre intérêt pour Judith. Vous comprenez bien, cher ami, que votre manière d'agir avec tous ces enfants peut paraître un peu surprenante aux personnes qui ne sont pas au courant. » Boyne redevint dur. « De quoi se mêlent les gens qui ne sont pas au courant ? Vous l'êtes, vous, et cela me suffit. Mais oui, vous avez raison, de quoi se mêlent-ils ? Oubliez ce qui s'est passé ce soir, voulez-vous » Elle jeta les deux bras autour de son cou, et de ses mains jointes attira doucement la tête de son ami. Leurs lèvres se joignirent. Boyne ferma les yeux et avec un violent effort de volonté, il essaya de se représenter ce qu'il aurait donné pour un pareil baiser le jour où il avait appris la nouvelle de la mort du mari, là-bas, au fond du Sahara, et où, se réveillant au milieu de la nuit, la lettre encore dans sa main, il s'était écrié « Enfin !»